Bleu comme le monde avec Caroline Forge. Cette semaine, nous nous intéressons à l'innovation en matière de dessalement de l'eau grâce aux énergies renouvelables. Bleu comme le monde, le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique. Bleu comme le monde, avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Alors que la France et l'Europe sont affaiblies, la Chine avance et innove. Intelligence artificielle, robotique, automobile, spatiale. La rédaction s'est rendue dans les usines et les centres de recherche chinois prêts à dominer le monde. Une enquête à retrouver dans Challenge. La météo, Lénaïque Monnier, encore de la grisaille. Oui, c'est entre l'Île-de-France et les frontières du Nord que les nuages seront les plus tenaces. L'après-midi, globalement, sera plus ensoleillé avec quelques nuages récalcitrants. Néanmoins, dans le Nord, les températures, 11 degrés à Lille ce matin, 8 à Bordeaux et 12 à Biarritz. Elles vont rester douces cet après-midi pour la saison. 22 degrés à Marseille, 18 à Nantes et 15 à Lille. Et bonjour David Abiker. Bonjour Charles Bonner et bonjour à tous. Vous reprenez le relais avec à la une ce matin 2 motions de censure. 2 motions, l'une portée par le Rassemblement National, l'autre par la France Insoumise, avec la tentation pour certains députés, LR ou socialistes, d'y joindre leur voix. La survie du gouvernement va donc se jouer aujourd'hui à l'Assemblée dans une ambiance de 4e République finissante. Tout cela n'est pas sans incidence sur le bloc central. Édouard Philippe devra la jouer fine ce soir sur France 2. Nous expliquera dans 20 minutes Marcelo Vesfred. Et puis les Républicains doivent mettre de l'ordre dans leur rang, où certains rechignent à soutenir un gouvernement qui a suspendu la réforme des retraites. Ce sera l'éditorial de Guillaume Tabar à 8h10. Face à la fébrilité politique, un militaire, un vrai, le général 5 étoiles Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, publie aujourd'hui Le sens du commandement aux éditions du Cerf. Il sera l'invité de la matinale à 8h15. D'ici là, Christian Macarian vous aura expliqué les raisons du voyage en Russie du président syrien Al-Shara. David Barrault reviendra sur les succès d'Airbus face à Boeing. Et le journal imprévisible s'intéressera aux pianistes au cinéma. 8h40, vous retrouverez l'homme qui fait cette semaine la une du Point. Il y publie des extraits de son prochain livre, Voyage dans la France d'avant, sous le chapeau de Franz-Olivier Gisbert, l'esprit libre du jeudi. Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie-sûreté. Et c'est sur bougardier.fr. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Lénaïque Monnier pour le journal. Bonjour Lénaïque. Bonjour David, bonjour à tous. Le Hamas dit avoir remis tous les corps d'otages décédés auxquels il a pu accéder. Israël doute de cette version et menace de reprendre les combats à Gaza. Sébastien Lecornu face à 2 motions de censure aujourd'hui. Le doute plane un peu quant à leur issue. Et puis des comptines, des dessins animés et même du gaz hilarant. Reportage chez un dentiste qui accueille adultes comme enfants des patients autistes. Après le journal, l'éditorial d'Étienne Lefebvre, suivi de l'invité de la matinale économique, l'invité de Charles Bonner. Aujourd'hui, Guillaume Texier, le patron de Rexel, fournisseur de matériel électrique. Et à la une de votre journal, Lénaïque, Israël menace de reprendre les combats si toutes les dépouilles d'otages ne sont pas rendues par le Hamas. Alors que 2 corps ont été restitués hier soir et viennent d'ailleurs ce matin d'être identifiés, mais le Hamas assure avoir désormais remis toutes les dépouilles d'otages auxquelles il a pu accéder. Bonjour Savane de Pastre. Bonjour. Alors les autorités israéliennes ne se contentent pas de cette déclaration, ils doutent de cette version. On comprend que le cessez-le-feu est précaire. Le Hamas avait jusqu'à hier pour rendre tous les otages, vivants comme morts. C'est en tout cas les termes de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël sur la base d'un plan américain. Or, si tous les otages vivants sont rentrés, seuls 9 corps sur 28 ont été restitués. Récupérer les 19 restants nécessite des efforts considérables et un équipement spécial, se justifie le mouvement islamiste palestinien. De son côté, le ministre de la Défense israélien indique si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël reprendra les combats et agira pour une défaite totale du mouvement. Et cela en coordination avec les États-Unis, assure-t-il. L'aile la plus à droite du gouvernement appelle déjà à couper totalement l'aide humanitaire dans l'enclave. Le passage de Rafah n'a d'ailleurs toujours pas rouvert depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu lundi. L'aide rentre difficilement par le passage de Kerem Shalom dans le sud. Ce n'est pas assez pour l'ONU qui pointe l'urgence d'un territoire en proie à la famine et à des destructions massives. Merci Servane de Pastre et les familles qui peuvent donc depuis lundi enterrer leurs morts, débuter un vrai travail
travail de deuil. Et puis je précise que les cérémonies officielles de commémoration des attentats du 7 octobre se tiennent aujourd'hui à Jérusalem. À l'étranger, toujours des coupures de courant instaurées dans toute l'Ukraine après des frappes russes. La Russie a multiplié ces dernières semaines les frappes sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire à l'approche de l'hiver. L'AEIA espère des travaux de réparation prochainement à la centrale de Zaporijjia. Et puis Madagascar se prépare à une nouvelle ère de régime militaire. Le commandant de l'unité qui a pris le pouvoir hier a annoncé qu'il serait investi demain président après le vote de destitution qui a visé Ange Radzoel. Le président contesté une vingtaine de jours dans la rue. En France, un dernier obstacle avant d'entamer l'examen du budget. 2 motions de censure sont débattues ce matin. Le Premier ministre a rendez-vous à 9h à l'Assemblée nationale où le RN et la France Insoumise ont déposé leur texte pour le faire tomber, mais sans les voix des socialistes. La censure est vouée à l'échec car le PS a obtenu du gouvernement la suspension de la réforme. Enfin, en théorie, encore faut-il que la mesure soit adoptée à la fin des débats budgétaires. Le compte n'y est pas pour Paul Christophe. Il fait partie de la poignée de députés socialistes qui voteront pour la censure du gouvernement. Je vais la voter parce que le Premier ministre Sébastien Lecornu a certes fait une grande concession sur la suspension de la réforme des retraites, mais il laisse 2 inconnus qui sont la justice fiscale. On a beaucoup parlé de taxe Zuckman ces dernières semaines et sur le pouvoir d'achat. Et il nous manque des engagements du gouvernement pour nous assurer qu'on arrivera à avoir des victoires sur les 2 autres champs. Mais en réalité, on part d'une copie budgétaire de départ qui a un budget d'austérité très fort, avec 3 milliards d'euros supplémentaires d'économies en dépenses sociales et de solidarité par rapport au budget de Bayrou. Et c'est très difficile de corriger la copie initiale. Paul Christophe, le député socialiste, et j'ajoute que 5 députés d'outre-mer qui siègent également au sein de ce groupe ont annoncé eux aussi qu'ils voteraient pour le départ de l'exécutif. Ils vont donc à l'encontre de la consigne du patron du PS. Chaque voix va donc compter, les estimations à une vingtaine près. Et puis un autre chiffre, la taxe pour enfouir les déchets va passer de 65 à 105 euros par tonne d'ici 2030. Vous l'avez compris, c'est votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui va s'envoler. Une contribution que les collectivités locales répercutent sur les contribuables. En moyenne, les foyers payent chaque année 144 euros. On en vient à la sécurité routière qui s'inquiète des comportements de plus en plus violents au volant. Oui, on est très loin des simples noms d'oiseaux ou des expressions un peu vulgaires quand on perd ses nerfs. Il y a un an, un cycliste se faisait rouler dessus à Paris par un conducteur sur une piste cyclable. Et au printemps, un sondage Ipsos révélait que 9 Français sur 10 craignaient l'attitude menaçante d'autres conducteurs. Plusieurs mécanismes expliquent cette agressivité. La congestion du trafic par exemple dans les grandes villes ou encore l'isolement qui est créé par le véhicule. Voilà l'explication de ce Jean-François Assailly qui est psychologue des comportements routiers. Les voitures maintenant sont des secondes maisons, une espèce de bulle qui nous coupe complètement du monde extérieur par rapport à la 2 chevaux de nos grands-parents. Maintenant, il y a des vitres teintées, de la musique, des écrans. Des fois, on n'est pas jusqu'à 2 heures dedans. Donc, si vous voulez, le monde extérieur n'existe plus. Et donc là, c'est la question de l'anonymat. Les gens se permettent d'être très violents et agressifs sur les réseaux sociaux parce que c'est anonyme. C'est-à-dire que si vraiment on voyait leur tête et leur nom et leur adresse, ils n'oseraient pas dire ce qu'ils font. Donc c'est exactement pareil sur la route. On va se permettre d'être violent parce qu'on est un peu caché. On est dans des bulles qui nous isolent les uns des autres. Des propos recueillis par Chloé Sénard pour Radio Classique, d'où cette campagne Priorité au respect qui a donc été lancée par la sécurité routière. Les Français fument de moins en moins, moins de 20% des adultes allument quotidiennement une cigarette contre 30% il y a de cela 10 ans. Augmentation des prix, remboursement des aides au sevrage, mois sans tabac. Voilà quelques explications, sachant que le tabac demeure la première cause de mortalité évitable dans le pays. Il tue 75 000 personnes par an. On termine par une visite chez le dentiste. Ce n'est pas un plaisir, évidemment. Mais pour celles et ceux qui sont en situation de handicap, c'est parfois encore plus difficile. Oui, il faut gérer le stress, par exemple, de la dent qui bouge et qui finit par tomber chez les enfants. Le bruit de la fraise également. Alors, pour permettre à ces patients d'accéder à des soins réguliers et de qualité, l'association Rhapsodif transforme et forme des dentistes pour les accueillir dans leur cabinet. Ils sont 200 en Ile-de-France. Chloé Sénard s'est rendue chez l'un d'entre eux dans le 13e arrondissement de Paris. Un tiers de la patientèle est en situation de handicap et ici, tout est fait pour les accueillir. Le premier patient de l'après-midi vient tous les 4 mois dans ce cabinet coloré, équipé de peluches et de jouets. Moi, je vais nettoyer dans mon grand, tu fais une grande bouche.
Thibaut a 34 ans, il est autiste et vient pour un détartrage, un soin impossible il y a encore quelques années, raconte sa maman, Catherine Dupont-le-Calvet. Soigner une carie ou même un détartrage, c'était sous anesthésie générale. Dans ce cabinet, les patients peuvent aussi inhaler du gaz hilarant pour se détendre pendant les soins. Ça a été le cas pour Thibaut, mais après un long travail, il n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on le voit moins, mais au départ, par exemple, Thibaut est fan de foot, et bien, elle l'embarquait dans des histoires de football. Elle rentrait dans son univers, en fait, dans ses centres d'intérêt, pour mieux le soigner. La dentiste et présidente de l'association Rhapsodif, Aude Monnier d'Acosta, suit normalement des enfants, mais elle continue de voir Thibaut pour éviter une rupture de soins. On a beaucoup de patients adultes en situation de handicap qui ont été édentés. Comme c'est des patients qui n'ont eu aucune habituation aux soins, les dents qui sont manquantes, on ne les remplace pas. Ils s'alimentent moins bien. Il y a une morbidité en fait qui est augmentée à cause justement des prises en soins qui ne se font pas. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas une bouche de beau gosse là ? L'assurance maladie finance un forfait de 100 € par consultation de personnes en situation de handicap pour compenser le coût du gaz hilarant et permettre aux dentistes de prendre plus de temps. Voilà, et ça se termine avec un beau sourire, le reportage donc de Chloé Sénard. Une bouche de beau gosse. Comme la petite souris, vous revenez à 8h pour d'autres infos, Lénaïque. Dans un instant, Étienne Lefebvre nous parle de ces hausses d'impôts, ces taxes inattendues qui surgissent dans le projet de budget, comme des champignons après la pluie. Il est 7h08, vous écoutez Radio Classique. La clinique du tapis, une véritable histoire d'amour pour l'art du tapis depuis toujours. Ces artisans passionnés redonnent vie à vos tapis avec un travail fait main qui respecte scrupuleusement le tissage de votre tapis. La clinique du tapis au service de la beauté de vos tapis. La clinique du tapis et vos tapis reprennent vie. Nettoyage et restauration premium. À Paris 7e, Paris 16e et sur lacliniquedutapis.fr. Mesdames et messieurs, le capitaine et tout l'équipage de la compagnie sont heureux de vous retrouver sur leur vol 100% Smart Business Class à destination de New York. Profitez d'un embarquement rapide 100% relax, de sièges lits 100% confortables et d'un vol 100% connecté avec le Wi-Fi gratuit tout au long du voyage. Une expérience 100% Smart Business Class à partir de 1 450 € aller-retour à réserver sur lacompagnie.com ou chez votre agent de voyage. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur lacompagnie.com. Chez Point S, on va plus loin quand on se connaît bien. Alors jusqu'au 22 novembre, pour l'achat de pneus Continental, TVA remboursée et 500 chariots de course Hyper U et Super U d'une valeur de 150 € à gagner. Pas de stress, y a Point S. Conditions sur points.fr. Marre des soirées plan-plan ? Avec Tic et Tac, trouve ton spectacle en un éclair. Théâtre, humour, one-man, comédie musicale, tout est là à portée de clic. Profite de prix malin et transforme ton « on fait quoi ?» en « ce soir, on sort ». Tic et Tac, le spectacle vivant, comme nous. Réserve vite sur ticetac.com. Ça y est, on y est ? Oui, c'est déjà Noël chez Action. Nous avons de tout, du rideau lumineux de 336 LED à seulement 7,95 € au gnome de Noël de 25 cm à 1,69 €. Les grands préparatifs commencent. Rendez-vous en magasin pour découvrir les plus beaux articles de Noël au prix le plus bas. Action, petit prix, grand sourire. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h10, l'éditorial de l'économie avec les Échos. Avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir. Bonjour Étienne Lefebvre. Bonjour David. Avec vous l'édito, depuis sa présentation mardi, le projet de budget du gouvernement fait couler beaucoup d'encre avec des hausses d'impôts parfois inattendues. Et oui, et la liste commence à être longue à mesure que l'on effeuille la copie de Bercy. Taxes sur les holdings, taxes sur le vapotage, les petits colis chinois, mais pas seulement, les centrales solaires, pourquoi pas, les mutuelles, les titres restaurants, les déchets, les ruptures à l'amiable avec son employeur, n'en jetez plus. Eh bien non, ce n'est pas fini. Les médecins en ont découvert une nouvelle hier soir que personne n'avait vu venir. Leurs dépassements d'honoraires vont être taxés via une surcotisation sur les actes. En jeu, 300 millions d'euros. L'objectif affiché étant, je cite, de désinciter ces médecins à facturer les patients au-delà des tarifs de la sécurité sociale, sachant que le niveau de ces dépassements n'a cessé d'augmenter depuis la crise du Covid. En résumé, le gouvernement applique l'adage « un problème, une taxe ». Et ça risque de ne pas résoudre le problème. C'est même le contraire, cela va conduire les médecins à augmenter encore les dépassements. La taxe serait donc payée par les patients, alors que l'on veut justement faciliter leur accès aux soins, comprenne qui pourra.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. De fait, les spécialistes sont de plus en plus nombreux à facturer plus cher que prévu par la Sécu. Les 3/4 des nouveaux médecins optent ainsi pour le secteur 2, dont les honoraires sont libres. Et cette tendance gagne du côté des généralistes. Mais taxer n'est pas la solution. Alors que faire? Éviter d'abord de surcharger les professionnels de tâches administratives, interdire peut-être les dépassements sur les actes de prévention, inciter surtout les médecins en secteur 2 à respecter des plafonds. Bref, le sujet sensible n'est pas prêt de se refermer. Une mission parlementaire doit prochainement faire des propositions pour endiguer cette hausse des tarifs. L'éditorial avec les Échos par Étienne Lefebvre. Les Échos qui titrent ce matin sur SFR. La partie de poker est lancée avec une offre à 17 milliards de Bouygues Télécom, Iliad Free et Orange pour le rachat de l'opérateur téléphonique. À la une du Figaro, LR et les macronistes piégés par le grand virage à gauche. L'Opinion, budget 2026, le retour du grand bazar fiscal, on vient d'en parler. Et enfin, retraite, tout reste à refaire, c'est la une de la Croix. Radio Classique, il est 7h13, à suivre les voies de l'économie. Et si la croissance américaine des data centers profitait aussi à des entreprises françaises, on en parle tout de suite avec Charles Bonner et son invité. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Charles, votre invité, c'est le patron du fabricant de matériel électrique Rexel. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Guillaume Texier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Rexel, distributeur de matériel électrique. Une activité qui subit les variations de l'économie. Votre ennemi, c'est donc l'instabilité. Vous espérez que les débats budgétaires vont aller au bout au Parlement ? Oui, bien sûr. Le côté positif, c'est qu'on a maintenant un projet de budget et si on se replace une semaine en arrière, c'est du positif. Le côté négatif, c'est que ce projet de budget, évidemment, il utilise un petit peu trop l'arme fiscale et pas assez l'arme des réductions de coûts et des dépenses de l'État. Donc il est décevant de ce point de vue-là. Il y a des mesures spécifiques qui concernent votre activité ? Pour ce qui concerne notre activité, nous, on est très intéressés par les tendances d'électrification de l'économie. On pense que c'est absolument important, c'est primordial pour lutter contre le changement climatique. Et donc tout ce qui va dans le sens de l'aide à l'installation de pompes à chaleur, de panneaux solaires, de véhicules électriques, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et donc MaPrimeRénov', par exemple, dont on a beaucoup parlé et dans lequel il y a eu beaucoup d'instabilité au cours des dernières années, c'est un sujet qui nous intéresse. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'est un sujet qui nous intéresse. Il y a la taxe aussi, la surtaxe sur les entreprises, sur l'impôt sur les sociétés. Vous êtes concerné là aussi ? Bien sûr, on est concerné, on la paye dès cette année et d'après ce que nous voyons dans le projet de budget, on continuera à la payer. Tout ça, finalement, c'est à la fois des charges pour les entreprises et donc moins de capacité pour investir dans l'avenir. Et puis c'est aussi, surtout, je crois, de l'instabilité et de l'incertitude. Et nous, quand on parle à nos clients qui sont des petits électriciens, des électriciens moyens, des entreprises aussi qui doivent investir dans leur outil de production, on se rend compte que cette incertitude vis-à-vis de l'avenir, c'est quelque chose qui est vraiment handicapant, qui freine l'investissement. Et c'est dommage parce que je crois qu'en France, et on le voit dans nos résultats, la France est malgré tout un des pays en Europe qui résiste pas si mal déjà. On aurait le potentiel de faire beaucoup mieux si on arrivait à réduire un petit peu cette instabilité, mais on n'en prend pas véritablement le chemin. Et cette actualité fait la une des journaux dans le monde entier. Votre activité est à l'international. Comment vos clients ailleurs voient la France en ce moment ? Nos clients ailleurs nous voient dans chaque pays comme une entreprise nationale. Aux États-Unis, toutes nos équipes de management, tous nos produits sont américains, par exemple. Et donc, le fait qu'on ait un groupe français est quelque chose qui est mineur pour eux. Ils voient l'aspect local de notre activité. Cela étant, quand on parle avec des clients américains, par exemple, ils regardent la France avec une certaine perplexité. Ils ont du mal à comprendre ça. Et quand on parle à nos investisseurs, puisqu'on a des actionnaires américains, par exemple, ils préfèrent rester à l'écart d'un pays dans lequel, finalement, la lecture est difficile. Et donc, ils préfèrent attendre une période de plus grande stabilité avant d'investir. Vous venez ce matin, puisque vous avez publié vos résultats pour le 3e trimestre, portés d'ailleurs par cette activité en Amérique du Nord. Il n'y a pas d'effet droit de douane ? Alors oui, nos résultats, c'est des résultats solides dans lesquels finalement il y a un grand contraste entre une Amérique du Nord qui croît à 7%, un peu plus de 7%, et puis une Europe qui reste morose, qui s'améliore petit à petit, mais qui malgré tout est en décroissance de 0,5%. Alors pour revenir à notre activité aux États-Unis, les États-Unis c'est notre premier pays aujourd'hui. Et effectivement, l'impact des droits de douane est relativement faible parce que, comme je le disais, on est local pour local. C'est-à-dire que les produits qu'on achète sont en général fabriqués soit sur le sol américain, soit dans la zone américaine.
ce qui veut dire que les droits de douane en tant que tels ne nous touchent pas directement. Alors, ils touchent le prix des produits, puisque même quand les produits sont fabriqués aux États-Unis, très souvent, ils incluent des composants, des matières premières qui sont touchées par les droits de douane. Mais au-delà de ça, pour une entreprise comme Rexel qui achète localement et vend localement, ce n'est pas un vrai problème, les droits de douane. L'Europe, en revanche, ça n'est pas encore tout à fait ça. Il y a une tendance qui s'améliore, il faut tout de même le noter. Pourquoi la reprise est-elle si difficile ? Je crois qu'on est dans un creux de la construction et un creux de la construction qui dure. On a eu... Pas seulement en France. Pas seulement en France, c'est le cas dans tous les pays d'Europe. Et comme je le disais, la France, finalement, est lotie plutôt mieux que d'autres voisins européens dans ce domaine-là, même si on est toujours en négatif. Non, je crois que ce qui se passe, c'est que ce cycle de la construction, ce creux de cycle de la construction a commencé il y a 2 ans. On devrait être en train, petit à petit, progressivement d'en sortir, mais les incertitudes politiques nationales et géopolitiques, ainsi que les droits de douane aussi, finalement, viennent peser sur cette reprise qu'on espère. Comment vous l'expliquez que la France résiste plutôt bien ? Alors, il y a des caractéristiques qui sont très spécifiques à Rexel, qui sont le fait qu'on gagne de la part de marché en France. Il y a aussi des caractéristiques qui sont saisonnières, qui sont que finalement, on a bénéficié, nous, pendant l'été, de tendances particulières, notamment l'équipement sur l'air conditionné. Malheureusement, le climat se réchauffe et donc on vend davantage d'air conditionné. Donc on a bénéficié de ces tendances-là. Après, au-delà de ça, la France résiste un tout petit peu mieux, mais malgré tout, le marché est encore négatif. Votre métier, c'est donc l'électrification de l'économie, on l'a compris aujourd'hui. C'est porté beaucoup par les centres données, les data centers. Il est là le relais de Alors aux États-Unis, la moitié de notre croissance cette année, c'est finalement les centres de données et c'est aussi les tours télécoms qui servent à transmettre le débit jusqu'à vos téléphones portables. Donc l'intelligence artificielle, on le voit aux États-Unis, sur ces 7% de croissance dont on parlait, à peu près la moitié de cette croissance est liée à ça, parce qu'évidemment les centres de données consomment beaucoup d'électricité et donc beaucoup de câbles, beaucoup d'équipements que nous vendons. Et puis de même, les tours télécoms qui sont installées pour faire passer le débit 5G sont autant d'opportunités pour nous. Donc effectivement, on a une belle tendance aux États-Unis. Cette tendance, elle est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis en Europe, mais on commence à la voir petit à petit. Et donc elle permet de tirer l'activité d'entreprises comme Rexel, oui. Parce qu'il y a eu moins d'investissement ? Il y a eu moins d'investissement. L'intelligence artificielle et les grandes intelligences artificielles ont commencé aux États-Unis, évidemment. Donc l'intelligence artificielle demain va être le premier relais de croissance, si je vous comprends bien, mais il y a aussi également les énergies renouvelables. Est-ce que vous observez là un tassement de l'activité ? Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On observe un petit tassement de l'activité dans tout ce qui concerne l'électrification liée à la transition énergétique en Europe, de manière générale. C'est vrai pour la génération d'électricité verte, donc pour les énergies renouvelables, sur lequel on a eu une très forte activité en 2022-2023 et ensuite un plateau. Mais c'est vrai aussi sur la consommation d'électricité. Vous savez, pour qu'on puisse résoudre le sujet du changement climatique, on sait qu'il faut faire passer la part de l'électricité dans le mix énergétique d'une 20aine de pourcents aujourd'hui à 50% en 2050. Et ça veut dire davantage de pompes à chaleur, de véhicules électriques, de panneaux solaires, etc. Et au cours des 2 dernières années, le paradoxe, c'est que la consommation d'électricité verte, la production, ça a bien progressé, mais la consommation d'électricité verte, la progression de ces pompes à chaleur et de ces véhicules électriques, elle a un peu marqué le pas. Alors, on a, Rexel, demandé un sondage pour essayer de mieux comprendre ce qui étaient les freins à cette électrification. Et en fait, des freins, premièrement, on a constaté que les Français, les collectivités locales et les Français étaient favorables à ces tendances-là. Mais par contre, il y a 2 freins. Le premier frein, c'est un frein à l'investissement. Ils ont besoin qu'on les aide à sauter le pas. Ce sont des équipements qui sont rentables. C'est une grosse différence par rapport à il y a 10 ans. C'est rentable aujourd'hui d'installer un équipement de ce type-là, mais il y a un frein à l'investissement. Et donc, tout ce qu'on disait sur MaPrimeRénov', c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une grande incertitude, un manque de lisibilité. Les Français ont du mal à lire la réglementation, la fiscalité, et ont du mal aussi à trouver un interlocuteur de confiance. Et nos clients, les électriciens, qui pourraient être ces interlocuteurs de confiance, perdent un peu courage face au changement de direction incessant dans ce domaine-là. Et donc je crois qu'il y a une opportunité à saisir dans ce domaine de l'électrification. Merci Guillaume Texier, directeur général de Rexel. Vous étiez ce matin dans les voies de l'économie sur Radio Classique. Merci à tous les deux. Charles, à demain pour la matinale de l'économie, dès 6h. À suivre, on va vous parler d'Édouard Philippe. Il passe à la télévision ce soir sur France 2 dans l'émission L'événement. Marcelo Westfred vous en parle. Et maintenant, on prend son cahier. Voici Karine Dijoux. Et si on parlait français, Radio Classique, 7h21.
Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vous donne rendez-vous chaque jour de midi à 14h avec Harmonique. 2 heures de musique pour vous accompagner à l'heure du déjeuner avec les plus belles œuvres par les plus grands artistes. Retrouvez votre émission Harmonique avec Jean-Michel Duez du lundi au vendredi de midi à 14h sur Radio Classique. Depuis 180 ans, le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, accompagne ses clients sociétaires dans la gestion de leur patrimoine. Assurance vie, épargne retraite, placement financier, mais également une solution d'épargne originale, la tontine. Le Conservateur propose un accompagnement personnalisé aux épargnants et dirigeants d'entreprises partout en France. Nous donnons de la valeur au temps. Vous avez plus de 50 ans et cherchez à transmettre votre patrimoine ? Hippo, expert en financement, vous accompagne dans la transmission de votre patrimoine. Ainsi, Jean-Pierre, 62 ans, jeune retraité, a pu transmettre son chalet de Courchevel à ses enfants via une société de famille. Un besoin de trésorerie ? De maîtriser votre fiscalité ou de transmettre votre patrimoine ? Nos experts vous accompagnent. Appelez-nous au 01 89 62 38 10 ou rendez-vous sur www.hippo.imo. Hippo, la finance patrimoniale. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Karine. Bonjour David. Des mots français bien curieux aujourd'hui, vous me mettez l'eau à la bouche. Oui, certains mots français sont étonnants. Il y a déjà notre trio amour, délice et orgue. Ces 3 mots sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Du moins dans la langue classique et pour les puristes, puisqu'il est désormais possible de les écrire au masculin pluriel. Une autre particularité concerne les mots se finissant en « ette ». Oui, ils sont presque tous féminins, c'est le cas de alouette, brouette ou crevette, et on entend souvent qu'ils sont tous féminins sauf squelette. En réalité, il y a d'autres exceptions, notamment les mots composés. Mais le deuxième mot qui les compose est féminin. Exemple, un porte-allumette, on dit bien une allumette, un porte-serviette, on dit bien une serviette. Sinon, les seuls noms masculins en ette sont donc squelette et c'est composé. Il y a aussi quartet, c'est un morceau de musique qui est composé pour 4 voix ou instruments, ou alors un orchestre de 4 musiciens, et un gambette qui est un oiseau échassier. Et les mots longs ? Alors quand je demande à mes élèves de me suggérer un mot à intégrer dans leur rédaction, à chaque fois j'ai droit à anticonstitutionnellement. C'est d'actualité. Oui, en plus. Mais il a été remplacé par un mot encore plus long, fort de ses 27 lettres, intergouvernementalisation au pluriel. Alors attention, il y a un néologisme qui pourrait le remplacer. C'est hippopotomonstro-sesquipédaliophobie, qui compte 35 lettres et désigne la peur des mots trop longs. J'imagine. Certains participes passés ont beaucoup de E. Oui, on peut trouver des participes passés qui contiennent 3 E consécutifs. On a créé, C-R-E-E-E, mais aussi agréé ou nucléé. C'est toujours particulier. Avez-vous d'autres particularités à nous proposer pour terminer ? Oui, on a silence, c'est le seul mot masculin qui se termine par ence, E-N-C-E. Et foi, F-O-I-E, c'est le seul mot masculin qui se termine par oie, O-I-E. Un seul mot se termine en ouille, O-U-I-L, avec un seul L final, c'est le fenouil. Et il y en a dans le potage du fenouil parfois. On vous retrouve demain, ma chère Karine. À demain. À demain. Préparer l'avenir, c'est faire les bons choix aujourd'hui. Chez Ophi Invest, nous avons choisi de rassembler les meilleures expertises de gestion pour concevoir des solutions d'investissement adaptées à vos enjeux. Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Alors que la France et l'Europe sont affaiblies, la Chine avance et innove. Intelligence artificielle, robotique, automobile, spatiale. La rédaction s'est rendue dans les usines et les centres de recherche chinois prêts à dominer le monde. Une enquête à retrouver dans Challenge. Pas mal votre constructeur de site. Et avec l'assistance, ça se passe bien ? Je vois. Site Creator d'Infomaniac vous permet de créer facilement et rapidement des sites vitrines, des boutiques en ligne, des blogs professionnels. Et si vous avez besoin d'aide, on est proche de vous 7 jours sur 7. Et ça change tout. Site Creator par infomaniac.com.
la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Marcelo Westfred à 7h26, Marcelo du Parisien aujourd'hui en France. Pour les coulisses de la politique, Marcelo, bonjour. Bonjour David. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, s'exprimera ce soir sur France 2. Il essaie de trouver un second souffle alors que ses prises de position suscitent des remous dans le camp central. Oui, Édouard Philippe a rarement autant parlé. Un jour dans l'émission Légende sur YouTube, un autre sur RTL où il a lâché une bombe politique. Souvenez-vous, Édouard Philippe pousse Emmanuel Macron à renoncer au pouvoir dans quelques mois pour qu'ait lieu une présidentielle anticipée. Et sur les réseaux sociaux où il était peu présent, Édouard Philippe aussi se met maintenant à faire des vidéos dans les codes d'Instagram. Et donc ce soir, il est l'invité de l'émission L'événement sur France 2. Alors que va-t-il y dire dans ce contexte compliqué ? Alors il va d'abord essayer de justifier sa position. En résumé, David, c'est un pied dedans, un pied dehors. Il est, Édouard Philippe, de plus en plus sévère avec Emmanuel Macron et en même temps, il appelle à la stabilité. L'instabilité coûte plus cher que les concessions à la gauche. Voilà ce que glisse un pilier de son mouvement. Ce qui ne l'empêche pas, Édouard Philippe, de dénoncer une dangereuse facilité sur les retraites. Et la vice-présidente du mouvement, qui s'appelle Christelle Morancet, a carrément dit qu'elle aurait censuré le Cornu si elle avait été députée. Bref, Édouard Philippe est dans un entre-deux et se retrouve à avoir envoyé 3 de ses proches au gouvernement après un coup de fil dimanche de Sébastien Lecornu. Alors un pied dedans, un pied dehors, est-ce que la stratégie peut être payante ? Pour l'instant, en tout cas, c'est non. Il recule dans les sondages, moins 3 points dans la dernière enquête d'Ipsos. Il recule d'ailleurs comme Attal, Darmanin, Retailleau. Comme si, David, les électeurs mettaient tout le socle commun dans le même panier. En tout cas, cette période, elle va laisser des traces car les proches d'Emmanuel Macron sont furieux contre Édouard Philippe. Je cite un proche confident du président. Philippe se comporte comme un insoumis. Il vient de réinventer le mandat révocatoire et il se trompe de stratégie en confondant l'impopularité du président et ce que veulent nos sympathisants. Et ce lieutenant de Macron finit ainsi sa diatribe en disant: quand tu es dans le camp des raisonnables, tu ne joues pas au pyromane. Fin de citation. Édouard Philippe doit d'urgence ranimer la flamme, sans quoi sa stature de présidentiable risque, David, de partir en fumée. Les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred. Édouard Philippe ce soir sur France 2 à la télévision dans l'émission L'événement. À demain Marcelo. Prochain rendez-vous avec la politique, 8h10. Guillaume Tabar qui, lui, s'intéressera aux nombreux problèmes de la droite. Radio Classique, il est 7h29. Voici la météo. Pierre Pillet, bonjour. Bonjour à tous. Comme un air de déjà-vu. Oui, un temps qui ressemble à celui d'hier. Ciel dégagé ou éclairci au programme dans la majeure partie du pays. C'est nuageux dans le tiers nord du territoire. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est. Dans ces régions, les nuages ont du mal à se dissiper, mais ils peuvent laisser place à des éclaircies dans la journée. Retour du beau temps en Corse. Les températures maximales, 16 degrés à Strasbourg, 17 à Paris et Lille, 19 à Nantes, 23 à Marseille, 24 à Ajaccio. InVivo présente l'innovation agricole en question. Fabrice Lundi. L'agriculture comme solution pour lutter contre le changement climatique. On vous le raconte ici même avec InVivo et tous ses métiers. Et un nouvel exemple, Clément Pérez. Vous êtes co-créateur il y a un an de Graphite, qui aide agriculteurs et coopératives à adopter des pratiques bas carbone. Que leur proposez-vous exactement ? Alors aujourd'hui, on leur propose un accompagnement et une valorisation de leur prime filière bas carbone, en sachant qu'on va chercher la meilleure valorisation possible pour elles dans les marchés des biocarburants et dans les marchés de l'agro-industrie. L'idée, c'est de promouvoir des pratiques d'agriculture régénératrice et donc des changements vers des pratiques plus vertueuses. Graphite aujourd'hui a effectivement un an d'activité. On est en train de conforter notre position de leader sur le marché français. On a des volontés d'expansion à l'international, notamment en Europe, et donc d'expansion également sur les différentes productions agricoles, donc le blé, le colza, le maïs et le tournesol. Merci Clément Pérez. Union des coopératives agricoles françaises, InVivo s'engage pour la transition agricole et alimentaire. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Pierre Pillet pour le journal de 7h30. 4 jours après sa nomination, le gouvernement de Sébastien Lecornu va-t-il se maintenir ? 2 motions de censure examinées ce matin à l'Assemblée nationale. Dans un instant, nous faisons les comptes des votes pour et des voix contre. Quand un macartisme contemporain gagne la recherche, c'est le constat d'un rapport sur la liberté académique. Elle recule partout dans le monde. Explication dans ce journal. Comment bien choisir les champignons lors de la cueillette en forêt ou dans les bois ? Reportage automnal Radio Classique pour y voir plus clair dans quelques minutes. Après le journal, ce sera l'écho du monde. Le président syrien rend visite à Vladimir Poutine.
Christian Macarian nous expliquera pourquoi. Dès 9h ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu fait face à 2 motions de censure à l'Assemblée nationale. L'une déposée par la France Insoumise, l'autre par l'extrême droite. Examen des textes puis vote. On va connaître l'issue vers midi. Il faut les voix des socialistes pour éviter la chute du gouvernement. Mais au-delà du PS, posons-nous cette question simple. Augustin Lefebvre, vous avez fait les comptes. Le gouvernement peut-il être renversé? Eh bien, a priori, non, Pierre. La censure est souhaitée par les groupes d'extrême droite et de gauche hors PS. Et si l'on compte par groupe, il manque une vingtaine de voix pour atteindre la majorité nécessaire de 189. Mais tous les députés ne respecteront pas les consignes de vote. Chez LR, il devrait être 2 ou 3 à voter cette censure, quelques élus lyotent également, et au moins 6 socialistes ou apparentés, certains hésitent encore. À l'inverse, une poignée de députés devrait soutenir le gouvernement malgré la position de leur groupe. Ils sont très peu, mais il faut le signaler dans un scrutin où chaque voix sera importante. Quand on fait le total, le compte n'y est pas, et le gouvernement Lecornu devrait donc de peu se maintenir, ce qui permettra le début de l'examen du budget avec un passage en commission des finances lundi et une arrivée dans l'hémicycle le 24. Merci pour ces précisions, Augustin Lefebvre. Le PS aborde ces motions de censure, ces scrutins tout à l'heure en ayant obtenu la suspension de la réforme des retraites. Mais hier, Sébastien Lecornu a précisé devant les députés que cette mise sur pause ne va pas faire l'objet d'un texte à part entière, Zoé Pallier. Pour décaler la réforme des retraites, le gouvernement avait le choix, présenter une loi ad hoc ou intégrer un amendement au budget de la sécurité sociale. Il a donc choisi la deuxième option pour aller plus vite, explique Matignon. Argument recevable d'après Mathieu Carpentier, professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole. L'agenda législatif est très encombré, mais d'un autre côté, cette contrainte de calendrier arrange bien le gouvernement. Car même si l'amendement passe au Parlement, il faut ensuite que tout le projet de loi soit adopté. Or, en l'état, le texte prévoit un gel des prestations sociales, un coup de rabot sur les dépenses de santé, un doublement des franchises médicales, des mesures difficilement acceptables pour le Parti socialiste. Mathieu Carpentier. La gauche, si elle décide de rejeter le projet de loi de financement de la sécurité sociale en raison de divergences sur tel ou tel aspect, eh bien cela empêchera la suspension de la réforme de 2023. À un moment, le PLFSS sera à prendre ou à laisser. Et une abstention des socialistes ne suffira pas pour que le budget de la sécurité sociale aboutisse. Ils vont sans doute devoir voter pour, sans quoi le texte pourrait être rejeté et la réforme des retraites continuerait alors à s'appliquer. Zoé Pallier pour Radio Classique. La liberté académique des scientifiques de plus en plus menacée. Constat d'un rapport de plus de 200 pages réalisé sur demande de France Université, association qui regroupe les dirigeants d'universités et les établissements d'enseignement supérieur. Les libertés accordées aux chercheurs et aux enseignants reculent, les pressions auxquelles ils sont soumis montent. Selon Stéphanie Balm, l'auteur du texte, elle dirige le Centre de recherche international de Sciences Po. L'Europe et donc la France sont concernés, tout comme les universitaires américains depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Le rapport parle de macartisme contemporain, Lucie Dupressoir. De plus en plus, les chercheurs partout dans le monde sont remis en cause, jugés trop subversifs ou carrément inutiles selon le rapport, notamment quand il s'agit de sciences sociales, du climat ou de santé, comme avec les vaccins. Le plus souvent, ils sont attaqués par des dirigeants politiques ou des groupes de pression qui déploient des campagnes médiatiques. En France, ce contexte toxique conduit à l'annulation de conférences sur des sujets sensibles. Les financements alloués aux recherches sont en baisse. Les procédures pour tenter d'empêcher une étude, elles sont en hausse de près de 80% au cours des dernières années, d'après l'autrice du rapport. Le constat n'est certes pas aussi alarmant qu'aux États-Unis, mais il doit être traité, alerte Stéphanie Balm, directrice du Centre de recherche international de Sciences Po. L'érosion des modèles démocratiques attaque la science. Si des grandes universités américaines, puissantes, riches, indépendantes, vacillent en 6 mois, les universités européennes ont-elles les moyens de réagir? La réponse est très probablement non. Si on devait trouver une spécificité française, c'est là. Un droit qui est assez fragile et qui garantit très très peu, et le droit des universitaires et le droit des universités. Stéphanie Balm formule 65 propositions, dont l'inscription de la liberté académique dans la Constitution. Et l'université d'Aix-Marseille a accueilli 31 chercheurs américains à la rentrée menacés dans leur liberté académique. L'armée israélienne a identifié les dépouilles des 2 otages remis hier soir par le Hamas par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Il s'agit d'une femme et d'un soldat tués lors des attaques du 7 octobre. Le Hamas qui n'a remis que 9 des 28 corps des otages décédés, raison pour
laquelle Israël menace de reprendre les combats dans la bande de Gaza. La récupération et l'extraction des dépouilles manquantes nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial, selon le mouvement terroriste palestinien. C'est aussi la une des Échos ce matin. Orange, Free et Bouygues Télécom maintiennent leur offre de rachat d'SFR. Malgré le nom immédiat de Patrick Drahi, fondateur d'Altis, maison mère d'SFR, 17 milliards d'euros mis sur la table par les concurrents Bouygues, Free et Orange pour reprendre la majorité des activités d'SFR, deuxième opérateur de télécommunications. Un refus donc. Néanmoins, une vente d'SFR, entreprise aux 15 milliards et demi d'euros de dette, est en vue, Eric Kioch. Ce refus de SFR marque le vrai coup d'envoi des négociations, car pour restructurer sa dette, le groupe a dû céder 45% de son capital à ses créanciers. Plus personne ne doute donc d'une future vente, mais pas à n'importe quel prix, analyse Sylvain Chevalier, en charge du secteur télécom chez Bearing Point. C'est probablement une façon de montrer que Altis n'est pas aux abois. Patrick Drahi veut probablement montrer qu'il a donc le temps pour négocier et faire monter les prix. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'on passe de 4 à 3 opérateurs en France, une reconfiguration inédite du marché des télécoms, mais sans impact majeur pour les consommateurs. On ne vivra plus des promotions folles. En revanche, je ne crois pas du tout à une explosion des prix et le marché à 3 opérateurs sera très compétitif et le restera. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a d'ores et déjà affirmé que l'État resterait vigilant. Une prise de parole gouvernementale que les salariés ont peu appréciée. Olivier Lelon de la CFDT SFR. La seule préoccupation, c'est le prix de l'abonnement. Personne ne se soucie du devenir des salariés de SFR, même pour faire semblant. On se sent sursis. Un sursis pour les 8000 salariés de SFR qui pourraient, entre les négociations avec les repreneurs et le feu vert de l'autorité de la concurrence, durer au moins 18 mois. Amazon met en place 5% de réduction sur les prix des livres neufs si les ouvrages sont récupérés par l'acheteur dans un point de retrait éligible. Il y en a plus de 3000 situés dans des commerces qui vendent des livres, indique le groupe dans un communiqué. C'est donc une mise en conformité avec la législation. Les tensions sont vives entre Amazon et le secteur de la librairie. Au mois de mai, le médiateur du livre a estimé que le géant du commerce en ligne a contourné la loi en acheminant gratuitement des ouvrages dans des casiers. Le Radio Classique, il est 7h38. Des cèpes, des bolets, la saison des champignons est ouverte. Oui, peut-être que vous allez en cueillir près de chez vous, mais attention, ils ne sont pas tous comestibles. Alors pour apprendre à les reconnaître, une association propose des balades dans toute la France, comme dans le bois de Vincennes à Paris. Reportage Servane de Pastre. Le cri de ralliement est lancé par Christophe Dehaudy, le fondateur de l'association Les Chemins de la Nature, qui organise la balade. Le groupe, une vingtaine de personnes de tous âges, se rassemblent. La règle numéro 1 de la cueillette, c'est d'être sûr et certain de son identification avant de cueillir pour consommer. Ça, c'est un champignon qu'on appelle la lépiote déguenillée. Toujours le pied qui va devenir, quand on le gratte un peu, orange. Ça, c'est un très bon comestible, ça. Dans le bois de Vincennes, on peut trouver plus de 1000 espèces de champignons. Armelle, 67 ans, habite pas très loin. Elle est venue avec sa sœur Agnès. Moi, j'y connais rien en champignons. Je ne pensais même pas qu'on pouvait trouver des champignons. Et tous ceux qu'il a ramassés ce matin, je pense, j'aurais même pas dit que c'était comestible. Entre le violet et les jaunes, là, bon, a priori, j'aurais dit, c'est pas comestible. Pour Cynthia, 35 ans, cette balade, c'est la promesse de nouvelles idées. Je travaille en cuisine, je suis chef cuistot. Donc ça fait partie de mon travail aussi, peut-être apporter des choses un peu plus uniques, connaître les produits qu'on utilise, pouvoir utiliser des produits locaux. Gare aux champignons toxiques, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez montrer votre récolte à votre pharmacien. Un reportage de Servane de Pastre. Une idée de recette peut-être avec des champignons, David? Moi je les aime bien, frais, les champignons de Paris émincés en salade ou en omelette, Christian. Grillé à sec avec du gros sel et un trait d'huile d'olive, indépassable. Pierre Pilet, qu'on retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Christian Macarian va nous parler géopolitique et non champignons dans un instant. Radio Classique, 7h40. Bonjour, c'est Jean-Marie Colombani. Je vous donne rendez-vous avec Jean-Claude Casanova dans notre émission Commentaire chaque samedi matin. Nous prendrons le temps de revisiter l'actualité, de l'expliquer, de l'expliciter avec une durée d'émission allongée cette année pour démêler l'information avec un regard exigeant, un recul essentiel et nécessaire.
Retrouvez votre émission Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova tous les samedis de 8h à 9h sur Radio Classique. Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundi dans la matinale de Radio Classique. Ça ira, ça ira, ça ira. Chez Citroën, nous on ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Nous ce qu'on veut c'est des prix bas. Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon, 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 canon. sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France. Ça ira, ça ira, ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau d'agents participants. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Carrefour. Quand vous me dites le secret pour des cheveux doux, brillants et sans pellicule, eh bien Head & Shoulders. Et avec 80% de remise immédiate, le deuxième shampoing Head & Shoulders est à seulement 97 centimes au lieu de 4,83 €. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix payé 5,80 €, 330 ml, soit 14,64 € le litre. Différentes variétés, détails sur carrefour.fr. Soprasteria, leader européen de la transformation numérique. Du conseil au service, nous faisons le lien entre les nouvelles technologies et les enjeux essentiels des entreprises pour trouver des solutions souveraines et durables. Et chaque jeudi à 8h29 sur Radio Classique, retrouvez Cap sur la Tech avec Rémi Pelletier, la chronique qui met la technologie au service de la performance. Dans un instant, Christian Macarian, c'est l'écho du monde, les raisons du voyage en Russie du président syrien. Chez Potrone Sofa, nous venons de fêter nos 30 ans et nous pensons déjà aux 40. C'est pourquoi nous voulons célébrer avec au moins 40% d'économie sur la collection 40 pour vous. Venez à magasin fêter avec nous et votre nouveau Potrone Sofa. Potrone Sofa, 30 anni di qualità. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions au magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'écho du monde à 7h43. Que dis-je, Christian? Rebonjour. Rebonjour. Le président syrien Ahmed Al-Shareh était hier à Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine qui continue à accorder l'asile à Bachar el-Assad. Quels étaient les espoirs d'Ahmed Al-Shareh en se rendant à Moscou? Alors c'était la première visite en Russie d'Ahmed Al-Shareh depuis son arrivée au pouvoir et cela revêt évidemment une grande importance puisque la Russie a soutenu le dictateur Bachar el-Assad à bout de bras et jusqu'à la fin contre les rebelles dont Ahmed Al-Shareh avait en partie pris la tête. Avant tout, Ahmed Al-Shareh est venu s'assurer ou assurer son homologue russe Vladimir Poutine qu'il honorerait tous les accords passés entre Damas et Moscou, ce qui concerne principalement le maintien des 2 bases militaires russes en Syrie, la base aérienne de Hmeimin et le port militaire de Tartous, soit 2 positions situées sur la côte méditerranéenne. Ce sont les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie en dehors de l'ex-URSS que Moscou avait utilisé d'ailleurs largement pour bombarder les populations et les forces rebelles. C'est pourquoi leur accès est aujourd'hui contrôlé par les milices islamistes aux ordres d'Ahmed Al-Shareh. En réalité, ces 2 bases pourraient constituer une monnaie d'échange dans l'optique d'un soutien diplomatique et d'une compensation financière de la Russie offerte à la Syrie, car la Russie est profondément impliquée dans l'économie et la défense syrienne depuis, ça il ne faut pas l'oublier, plus d'un demi-siècle. Alors il y a ces raisons-là, et puis il y a la question brûlante de l'avenir